Très bien, donc bonjour tout le monde, bienvenue. On attend que tout le monde rejoigne la salle. Voilà, donc bienvenue. Alors, très bien, bienvenue, chers participants, donc à ce deuxième rendez-vous des cycles de webinaires sur la RSE et le handicap. Nous sommes à notre premier cycle sur la culture d'inclusion, les objectifs de développement durable et RSE. Donc, avec un panel donc vraiment très, très riche. En votre nom, je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté donc de partager avec nous leur parcours et expertise. Alors, sans tarder, je vais rappeler quelques aspects techniques pour une visualisation meilleure donc de ce webinaire. Donc, je vous prie tout d'abord de vous renommer. Ça facilite la prise de contact entre nous. Donc, et surtout, les personnes qui ont donc iPhone, HP, Zoom, donc, ça sera intéressant de vous renommer, de préciser votre organisation pays si possible. Tout au long donc de ce webinaire, donc, nous vous demandons de garder votre micro et caméra désactivés, premièrement pour une meilleure qualité donc de connexion, donc pour recevoir d'une manière nette le son et pour éviter les nuisances sonores. Et bien sûr, donc, n'hésitez pas à partager en partie de discussion, donc l'icône discussion ou bien chat, ou bien converser, ça dépend des versions des PC ou bien donc des téléphones, de partager avec nous vos questions, vos remarques à discuter à la fin donc des présentations. Donc, sans tarder, donc notre webinaire d'aujourd'hui sera modéré par Madame Hajar Mkri, qui est enseignant-chercheur donc à l'université Ben Abdallah, donc et spécialiste en marketing et entrepreneuriat. Merci Hajar donc d'avoir accepté la modération et à vous la parole. Merci, cher professeur Hind. En fait, c'est à l'université Shoaib Toukali. Ah Mais pardon. je vous en prie. Mais je souhaite d'abord, avant de commencer, de vous remercier pour l'effort que vous avez fourni, pour le sens du détail, pour le professionnalisme d'organisation du webinaire. Vous êtes professeur Hind, vous avez fait aussi de la RSE votre domaine de recherche, mais aussi votre intérêt et votre implication, vous en avez fait votre combat quotidien. Et Très bien. voilà, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour toutes les initiatives que vous menez au terrain, mais aussi en sciences, en recherche scientifique. Et voilà, bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire sur la culture d'inclusion, sur des objectifs de développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. Je rappelle que c'est un webinaire organisé en partenariat entre Humanité Inclusion et RSE et développement. Donc aujourd'hui, comme l'a expliqué professeur Hint, nous allons explorer deux sujets, on va dire très très importants, les enjeux réglementaires liés au handicap et les politiques et stratégies nationales, avec un focus sur l'état des lieux et les enjeux, surtout par acteur. Donc, au niveau du premier webinaire, je vais essayer de faire une brève introduction. Le premier webinaire va se concentrer sur les aspects réglementaires et juridiques du traitement de la question du handicap. Il va mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées en matière des droits de l'homme et d'inclusion. Donc, nos imminents interventions, que je remercie
infiniment pour leur participation aujourd'hui, vont parler un petit peu des lois, des conventions, des normes internationales concernant les droits des personnes handicapées, ainsi que les mesures réglementaires et législatives prises au niveau national pour garantir leur participation et leur accès équitable aux services et aux opportunités. Donc, au niveau, sur une deuxième étape de ce webinaire, on va essayer d'examiner les observations, voilà, les observations clés résultant de l'évaluation effectuée dans 4 pays. D'accord? Donc, on va discuter de la relation entre les cadres législatifs et réglementaires, les organisations de la société civile, la RSE, les syndicats, d'accord? Et nous allons essayer de mettre en évidence leur rôle, mais aussi leurs limites dans le contexte du handicap. Donc, sans plus tarder, parce que nos intervenants vont partager leur expertise, mais surtout leur expérience, d'accord, au niveau de ces différents volets. Je passerai la parole au professeur Idil Ogindi, qui va nous présenter le cadre, nous parler de ce cadre réglementaire et législatif. Alors, professeur Idil Ogindi est d'abord un enseignant en sciences économiques et sociales, qui a été fortement impliqué dans plusieurs initiatives avec plusieurs organisations, que ce soit nationales ou internationales, société civile ou gouvernementale, donc des initiatives visant à promouvoir les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, il a participé à des observatoires, des élections aussi, à l'élaboration de guides et de manuels sur l'inclusion et l'employabilité. D'accord? Bon, quand je dis inclusion et employabilité, bien évidemment, je parle des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à des travaux sur l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap pour le compte du ministère de la Solidarité de la Femme, de la Famille et du Développement social, mais aussi du PNUD. Donc, en 2020, professeur Ogindi, vous étiez membre fondateur du Forum du droit des femmes en situation de handicap. En 2020 aussi, vous étiez membre fondateur de Vision et Inclusion, réseau français sur le processus de production du handicap, un parcours de militant. Professeur Ogindi, nous avons hâte d'écouter ce que vous avez à nous dire. Merci. Bonjour tout le monde. Très heureux de prendre part à ce webinaire et de partager avec vous un certain nombre d'éléments qui concernent le cadre juridique normatif et qui concerne les personnes en situation du handicap. Alors, avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien signaler que les personnes en situation de handicap et le handicap d'une façon générale a fait l'objet de plusieurs textes, de plusieurs législations au niveau international et par la suite aussi au niveau national de différents pays. Et vu la contrainte du temps, donc avec les organisateurs, on s'est mis d'accord que l'intervention va mettre un accent spécial sur la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Vu que c'est ce texte-là, cette convention qui chapeaute et qui vient couronner, en fait, si vous voulez, l'ensemble des textes, l'ensemble des écrits, l'ensemble des lois au niveau international. Donc, cette convention a été élaborée par un certain nombre de pays membres des Nations Unies. Suivant, s'il vous plaît. Alors, mais avant ça, de quoi parle-t-on? On parle de 15% de la population mondiale. Euh, Presque 1 milliard de personnes sont concernées directement par le handicap et sont en situation du handicap. 25% de ces personnes vivent avec moins de 1 dollar par jour à travers le monde. Ça nous montre aussi la précarité de cette population. 85% du handicap surviennent au cours de la vie. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça veut dire que nous sommes tous exposés un jour ou l'autre à vivre ou à devenir ou à être dans une situation du handicap. Et aussi, le dernier chiffre, c'est que 80%
les déficiences sont invisibles. Cela aussi nous questionne sur différentes catégories, différents types de handicap qui passent inaperçus, dont on ne fait pas attention, et par conséquent, ils sont parfois oubliés des politiques publiques, oubliés des programmes, oubliés des différentes interventions. Donc là, ce sont quatre chiffres, si vous voulez, qui nous interpellent. Alors, au niveau des textes, ça date qui ont concerné l'handicap. Donc, on commence par 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui concerne tout le monde. Et donc, les personnes en situation de handicap sont aussi concernées parce que ce sont avant tout des personnes. Et en 75, il y a la Déclaration des droits des personnes handicapées. Ça a été une première intention, un premier écrit qui fait que la communauté internationale a commencé à s'intéresser aux droits des personnes en situation du handicap. Et en 82, le lancement de la décennie des personnes en situation du handicap. Donc, vous voyez aussi qu'on parle de personnes handicapées. Par la suite, on va arriver à une autre appellation. Je vous expliquerai un peu le processus et le parcours et le pourquoi. En 93, c'est les règles pour l'égalité de chances, pour l'égalisation des chances. Pour arriver à 2006, à cette convention, à cette fameuse convention qui couronne, si vous voulez, qui est la cerise sur le gâteau, si vous voulez, et qui englobe un peu toutes les autres conventions, mais qui englobe aussi des principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des personnes handicapées, de l'égalisation des chances, et ainsi de suite. Suivante, s'il vous plaît. Non, passez là. Didier, je pense qu'on va s'arrêter sur le contexte général avant de passer le contexte marocain. Ben, le Marocain par la suite. Oui, après l'intervention de Madame Gloria. Et on continue sur le contexte marocain. Oui, voilà, d'accord, ok. D'accord? Bien, merci professeur Rim pour le rappel. Donc, Monsieur Oupindi, on va revenir vers vous, comme l'a expliqué Madame Rim, après l'intervention de Madame Gloria sur l'état des lieux des politiques et de ces politiques et de ces stratégies nationales. Donc, Madame Gloria et Parisou Jossou a mené une carrière aussi remarquable dans le domaine de la RSE. Donc, après une expérience dans le droit pénal international et la communication sociétale, elle a fondé RS Consulting en 2013, un cabinet spécialisé en RSE, en communication. Donc, en 2023, elle a cofondé Empreinte S, qui vise à promouvoir une approche de la RSE, incluant les dirigeants qui initient des actions positives et significatives au sein de leur activité. Madame Gloria, à vous la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Aja. Merci infiniment de me donner la parole. Voilà, c'est l'opportunité pour moi de présenter cet état des lieux qui a été réalisé sur 4 pays, sur l'initiative de Hachi, sur 4 pays différents. Slide, s'il vous plaît. Très brièvement, je vais vous présenter le plan de mon intervention. Nous allons voir dans quelles circonstances est intervenue cette étude, la méthodologie, les difficultés, les limites rencontrées, quelques constats communs au préalable, où nous allons survoler les spécificités par pays et conclure et faire quelques recommandations. Slide suivante. Voilà, donc le projet Emploi et Handicap 2 a été initié par Humanité et Inclusion pour 3 ans. L'objectif étant d'améliorer l'accès à l'emploi décent des hommes et des femmes sur 4 pays que sont le Bénin, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. L'objectif de ce programme triennal est de renforcer les synergies des acteurs publics et de renforcer les capacités de plaidoyer des associations, des acteurs associatifs. Et pour pouvoir mener à bien ce projet, Hachi avait besoin d'une étude et de réaliser donc un état des lieux des cadres politiques, juridiques, financiers et institutionnels sur ces pays. Les principaux acteurs
bien entendu, Humanité et Inclusion en tant que commanditaire et AFD en tant que financier en partie. Et puis RSE et Développement, qui, par le biais de ces 4 partenaires, RSE Bénin au Bénin, RSE et Développement au Maroc, Green Sénégal au Sénégal et la CEDESMIR en Tunisie, ont réalisé chacun sur leur pays respectif l'étude. Et mon rôle était de superviser cette étude. Slide suivante. Alors, l'idée, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'une étude comparée, était d'adopter une méthodologie commune. Et c'est la raison pour laquelle, en toute logique, chaque équipe a procédé à des recherches et à des analyses documentaires d'abord, et puis à collecter des informations par le biais d'enquêtes, de questionnaires, d'entretiens semi-directifs et également de focus group, notamment pour le Sénégal et la Tunisie. Et cela a permis d'analyser les données que nous allons voir tout à l'heure. Non, je n'ai pas encore terminé. Les principaux acteurs concernés par ces enquêtes étaient les acteurs publics, les ministères, les directions des ministères, les agences nationales et également les agences réparties dans les régions et les départements des pays. Et puis des représentants de la société civile avec évidemment toutes les associations et les entreprises également. Des limites et des difficultés qui sont remontées de chaque équipe. À chaque fois, le délai imparti était trop court et le budget peut être un peu limité. Et ce qui a pu surprendre ces différents enquêteurs, c'est l'indisponibilité, pour ne pas dire la réticence des personnes sollicitées afin de répondre à ces questionnaires. Il y a même carrément certains qui ont refusé de répondre à ces questionnaires. Donc, ce qui peut nous interpeller alors que c'était des acteurs particulièrement concernés. Slide suivante. Alors, je voudrais brièvement revenir sur quelques constats. Quel que soit le pays, incontestablement, il existe une législation favorable. Nous allons le voir tout à l'heure très brièvement. Une législation favorable au profit des personnes en situation de handicap, avec un écosystème d'acteurs impliqués, qu'il s'agisse des autorités publiques, des autorités gouvernementales, des OSC, des entreprises et, dans certains cas, des syndicats. Cependant, et nous allons le voir encore tout à l'heure, les préjugés ont la vie dure. C'est peut-être ce qui explique que malgré ces dispositions législatives favorables, il y ait autant de difficultés pour faire prendre la mayonnaise réellement. Des personnes en situation de handicap qui sont insuffisamment formées, qui n'ont pas de formation professionnelle, qui de ce fait ne peuvent pas accéder à certaines qualifications et doivent et se battent vraiment, sont confrontés malheureusement à une forme de concurrence avec les personnes valides sur le marché de l'emploi. Et puis, une inadéquation, en fait, il n'y a pas d'autre terme, entre les exigences des postes existants et les compétences des personnes en situation de handicap. Un autre point aussi qui revient assez régulièrement et que du coup on aborde peu, c'est les programmes de financement qui sont peu conséquents et qui soit constituent des subventions de temps en temps pour les OSC, mais qui sont rarement, en tout cas, des programmes spécifiquement conçus à l'attention des personnes en situation de handicap. Slide suivante. Oh. Ah voilà, ok. Alors, le Bénin. Le Bénin, on peut noter de la part du Bénin, pour ce qui concerne les points forts, un certain nombre de lois favorables et récentes. Vous voyez, on parle de la loi de 1917, excusez-moi, je dis 1917, ça c'est un lapsus révélateur, ça je ne sais pas. De 2017, d'un programme sur 2020-2025, de direction départementale qui sont au nombre de 12. Donc voilà, ce sont plutôt des évolutions qui sont récentes. Et il existe quelques cas de bonnes pratiques sur lesquels reviendront probablement nos intervenants tout à l'heure, de filiales de multinationales. Mais on parle bien de quelques cas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Et chose aussi intéressante, il existe une charte RSE qui a été rédigée à l'initiative justement de HI
et qui a été reconnu par l'État en 2021 et qui comporte 7 engagements principaux et 3 spécifiques. Là encore, nous reviendrons probablement dessus tout à l'heure, enfin, par le biais avec les autres consultants. 3 donc engagements spécifiques en faveur des personnes en situation de handicap. Le problème de ces premiers constats, c'est que si il y a un arsenal juridique, une loi, une série de lois, il n'existe pas de décret d'application. Et du coup, à partir du moment où il n'y a pas de décret d'application, ben, il n'y a en réalité pas de réelles conséquences positives au profit des personnes en situation de handicap. Il y a un autre problème de taille signalé par l'étude menée au Bénin, c'est le fait que nombre de bénéficiaires, nombre de personnes en situation de handicap ne sont pas au courant en fait des lois en vigueur. Elles ne sont pas formées, elles n'ont même pas été consultées lors de l'élaboration de ces instruments. Et à partir du moment où elles n'ont pas été consultées, elles ne sont pas formées, elles ne sont pas associées, à ce moment-là, elles ne sont pas en mesure de revendiquer leurs droits. Et un autre constat qui ressort encore également de cette étude, c'est que du coup, elles ne sont pas très impliquées au sein des OSC qui pourtant sont censés les représenter. Et c'est là que le bât blesse. Il sera intéressant, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin, que les personnes en situation de handicap militent davantage au sein des organisations qui les représentent. Slide suivante. Le Maroc, alors là encore, je vais survoler ce point. Quelques points forts, donc bien entendu, il existe une loi, je ne vais pas revenir sur tout ça. Quelques points forts, c'est que le Maroc a fixé 2 quotas en matière d'accès à l'emploi, de 5% pour la fonction publique et de 7% pour le privé. Pas forcément respecté, mais ça a le mérite d'exister. Une forte implication des ONG qui qui veillent à former leurs membres, qui veillent à sensibiliser le grand public et les institutions publiques de manière originale, notamment grâce au festival Handifilm. Là encore, je ne fais que ressortir certains traits de caractère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de choses qui ne sont pas faites par ailleurs. Il y a également le guide de la CGEM qui est en matière, donc qui est spécifiquement adressé aux personnes en situation, qui est adressé aux entreprises, excusez-moi, autant pour moi, et qui a pour objet d'outiller les entreprises et les accompagner à mettre en place une politique stratégique à destination des personnes en situation de handicap. Donc, ce qui montre, une fois de plus, l'avancée en tout cas du Maroc dans le domaine. Des facteurs bloquants, des préjugés des chefs d'entreprise qui considèrent que embaucher des personnes en situation de handicap, ce n'est absolument pas leur priorité. C'est un problème récurrent, que ce soit au Maroc, un petit peu au Bénin, et nous le verrons également en Tunisie. Un autre facteur bloquant, et que l'on retrouve dans tous les pays, c'est bien entendu, malheureusement, ce décalage entre le niveau d'éducation et de formation des personnes en situation de handicap et le fait que, justement, il y ait une inadéquation par rapport à leur sollicitation, à leur présence sur leur marché du travail, où les exigences en matière de diplôme pour les personnes valides les disqualifient très concrètement. Slide suivante. Voilà, nous en sommes au Sénégal. Le Sénégal a un des cadres peut-être les plus structurés, les plus structurants, grâce à la loi d'orientation sociale, qui a permis de créer une carte d'égalité des chances, qui a été très, très, très ambitieuse dans la mesure où les quotas précisés par la loi sénégalaise sont beaucoup plus importants. 15% d'emplois réservés au profit des personnes en situation de handicap dans le public et 6% pour le privé, donc là, il y a également l'initiative d'une charte RSE sur la diversité. Et là, il y a un point très important sur lequel je voulais revenir peut-être un peu plus en détail, c'est le succès du projet d'emploi et handicap 1, qui a donc précédé le projet emploi et handicap 2, qui a la spécificité d'être issu de groupes de travail tripartite. Donc, on montre par
ce projet, ils ont montré par ce projet qu'il était possible de réaliser véritablement une synergie entre les acteurs qui a permis d'accompagner 485 jeunes, qui a permis de sensibiliser 70 entreprises, qui a permis d'accompagner une douzaine d'entreprises et de recruter plus de 46 personnes. Et ce projet, véritablement, a été un succès. Et l'idée, à partir de ce projet au Sénégal, a été de se dire, voilà, comment est-ce que Hachi peut faire mieux sur les autres pays, en tout cas où elle est présente. Et c'est ce qui a conduit à notamment cette étude. Les facteurs bloquants, c'est que, comme la plupart des lois, la loi sur l'orientation sociale a un caractère non contraignant et que, faute de caractère contraignant, elle n'est pas forcément respectée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, par exemple, dans le public, il n'y a que 5,9% des emplois qui sont occupés par les personnes en situation de handicap, alors que l'objectif est de 15%, et 3,8% dans le secteur privé. Donc, on peut voir vraiment qu'on est loin de l'échelle fixée. Il y a la carte d'égalité des chances qui n'est malheureusement pas suffisamment distribuée et qui n'est pas accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de réel programme de financement spécialement dédié aux personnes en situation de handicap. Là encore, bien entendu, elles peuvent bénéficier de financement, mais elles se perdent en fait, dans des programmes accessibles à tous, aux jeunes, aux femmes, etc., etc. Rien de spécifiquement pensé pour elles. Et puis, une remarque intéressante aussi, bien entendu, il y a eu des projets notamment développés pour favoriser l'auto-emploi des personnes en situation de handicap. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'échecs et que ces échecs sont liés à un déficit d'accompagnement des bénéficiaires sur le plan opérationnel. Il ne suffit pas de financer les entrepreneurs, il faut encore pouvoir les accompagner pour pouvoir, dans le cadre de l'analyse de marché, la commercialisation, la gestion, développer une fois de plus leurs compétences pour qu'ils soient en mesure de pérenniser leurs entreprises. La Tunisie, merci. Des points forts, excusez-moi. J'essaie de tenir mon temps, hein, Hajar, c'est pour ça que je parle un peu vite comme ça. L'antériorité des législations. La Tunisie est un pays pionnier, on va dire, en matière de préservation et de promotion des droits des personnes en situation de handicap, comme le Sénégal, mais même avant, a octroyé une carte de handicap. Et elle, au moins la Tunisie, a conçu un programme de financement spécifique au profit des personnes en situation de handicap. C'est le programme de création de sources de revenus au profit des personnes en situation de handicap. Les autres programmes existent, mais là encore, ce sont des programmes auxquels ont accès les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Quelques facteurs bloquants, même problème un peu qu'au Sénégal, seuls 45% des personnes en situation de handicap ont cette carte de handicap, ce qui leur permet d'accéder à des transports à moindre coût et d'accéder à un certain nombre de services sociaux. Et donc, vous comprendrez bien que si seuls 45% de ces personnes peuvent accéder au transport, c'est plus de la majorité qui reste bloquée et qui peut difficilement se déplacer et qui donc peut encore plus difficilement que les personnes valides accéder à leur lieu de travail ou à n'importe quel lieu où ils auraient besoin de se déplacer. Autre point, l'inefficacité des mécanismes et des programmes pour améliorer l'employabilité des PSH. Ça rejoint ce que nous voyons, ce que nous avons vu tout à l'heure. Il est nécessaire d'avoir une véritable politique d'accompagnement au profit des employés et surtout donc des auto-entrepreneurs, même s'ils sont PSH, bien entendu. Et un autre facteur bloquant, comme nous l'avons vu pour le Maroc, peut-être que nous reviendrons dessus, c'est la mentalité des chefs d'entreprise. C'est revenu à plusieurs reprises dans l'étude. Les personnes en situation de handicap ne seraient pas des citoyens, excusez-moi, à part entière. Et c'est la raison pour laquelle ils sont réticents à recruter au sein de leurs entreprises des personnes en situation de handicap. Slide suivante. Alors,
Quand on lit cette étude, il ressort de manière générale que, comme vous l'avez vu, de manière très brève, mais c'est un fait, bien entendu, il y a des cadres législatifs qui sont existants et je dirais même qui sont consistants. Mais à partir du moment où il n'y a pas de contraintes, où on ne doit pas, où il n'y a pas de sanctions dissuasives en cas de non-respect de ces lois, mais il se trouve que ces cadres législatifs, en fait, sont sans véritable poids. Ça, c'est le premier constat. Les OSC font un travail formidable, indispensable, mais leur portée demeure limitée, en tout cas dans un certain nombre de pays. Pourquoi? Parce que euh, c'est comme si elles portaient un combat qui ne concernait pas l'ensemble des personnes en situation de handicap. Et il sera intéressant qu'elles puissent être renforcées et que davantage de personnes en situation de handicap aillent militer au sein de ces OSC. Justement, ça rejoint encore ce point. Donc, des personnes en situation de handicap qui ne sont pas suffisamment formées, ne sont pas suffisamment informées et qui, du coup, ne sont pas suffisamment impliquées dans les combats qui les concernent de prime abord. La RSE est un instrument existant. Nous n'avons pas eu le temps de revenir dessus, mais l'un des intervenants ne manquera pas le faire et qui est largement sous-utilisé parce que méconnu, parce que il y a une espèce de flou artistique autour de la RSE et que les gens considèrent que c'est un outil pour faire du social, alors que c'est une opportunité pour une entreprise de grandir et d'avoir Madame, davantage d'impact et de Madame créer de la valeur. Gloria, je souhaite Oui, vous informer que vous avez dépassé le temps de 3 minutes. Donc, waouh! ouais. Alors, quelques... Peut-être que... Bon, alors donc, j'arrête et peut-être que j'aurai l'opportunité de revenir sur les recommandations tout à l'heure Ouais. Sûr, parce que pour ne pas... commencez déjà à vous commencez déjà à recevoir des questions. Donc, c'est sûr que sur la discussion, nous allons revenir sur votre intervention. Donc, Merci si beaucoup, vous Hajar. Donc, je visualisez m'en le chat, arrête là et puis on reviendra dessus. bah, évidemment, parce que si vous visualisez le chat, vous allez voir que vous commencez déjà à recevoir des questions sur lesquelles vous allez revenir au niveau de la discussion. Merci Bon, très beaucoup, bien. Madame Gloria, parce que toute réflexion sur les perspectives doit d'abord passer par une analyse diagnostique. Vous l'avez fait aujourd'hui brillamment, en citant des points positifs qui rassurent et qui nous rendent optimistes par rapport à la situation, et c'est vrai, d'autres points négatifs qui inquiètent et qui nécessitent un focus dessus. Un focus aussi sur la situation marocaine. Et je reviens vers professeur Ouguindi qui va nous présenter le modèle Maroc. Voilà. Professeur Ouguindi, à vous la parole. Rebonjour, merci beaucoup. Donc, en fait, arrivant au Maroc, le Maroc, donc, on distingue deux niveaux. Il y a un niveau de texte juridique, un niveau de loi, qui est très avancé par rapport à un niveau effectivité des droits. Donc, pour revenir aux droits, donc, le Maroc a été parmi les premiers pays signataires de la Convention depuis 30 mars 2007. Il a ratifié et a signé aussi, sans aucune réserve, le protocole facultatif, ce qui donne à la société civile la possibilité d'établir un rapport alternatif. Au niveau des textes et des lois au Maroc, donc, il y a globalement 4 grandes lois qui concernent le handicap, mais on va se focaliser sur la loi cadre de 97-13, qui est une loi qui énonce les principes fondamentaux et les principes généraux et les aspirations de l'État marocain par rapport aux personnes en situation de handicap. Cette loi cadre a été publiée en avril 2016. Il comporte 26 articles et 11 renvois, ce qui nous ramène à ce qu'a dit Gloria tout à l'heure, à ce que les lois existent, mais ce qui manque le plus, ce sont les décrets d'application. C'est la déclinisation de ces textes de loi. Donc, la loi de 97-13, la loi 97-13 date de 2016, mais malheureusement, à au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, il n'y a pas encore l'ensemble des décrets d'application. Ce qui fait que cette loi, elle est en stand-by, à mon sens, et donc on ne peut pas dire est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise parce qu'on n'a pas testé sur le terrain, vu
l'absence de ces décrets d'application. Il y a aussi une loi qui date de 2003 et qui est la loi relative aux accessibilités. Nous sommes en 2024, donc il y a encore un parcours à faire pour déjà avoir tous les décrets et tous les circulaires d'application de cette loi sur les accessibilités, mais aussi et surtout, c'est le plus important, sur la contrainte et l'obligation de respect de cette loi des accessibilités. Parce que l'accessibilité, on la prend dans un sens plus universel et plus global. Il concerne toute catégorie d'handicap, mais c'est aussi l'accès pour les autres droits, pour un accès à la santé, pour accès à l'éducation, à l'emploi et autres, c'est les accessibilités. Et le Maroc aussi est parmi les pays qui ont inscrit carrément dans le préambule de sa constitution de bannir toutes les formes de discrimination, entre autres sur le handicap. Il a même consacré un article au sein de la Constitution, l'article 34, qui appelle les pouvoirs publics à établir des politiques destinées aux personnes en situation de handicap et des politiques publiques inclusives qui prennent en considération les attentes et les besoins des personnes en situation du handicap. Je pense, Madame Hind, que le reste de la présentation concerne la Convention, donc je peux continuer sur le cas du Maroc sans donner trop de détails sur la Convention. Donc, vous pouvez ne pas défiler le reste de la présentation parce qu'elle est axée uniquement sur la Convention. Alors, pour le Maroc, donc, en plus de ces lois, malheureusement, l'application des textes et l'application des droits reste limitée. Alors, aujourd'hui, c'est au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi des personnes et l'accès à l'emploi, donc toujours la loi 497-13, le chapitre 4 évoque l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé et public. Donc, il y a un quota pour le public, il est de 7%. Par contre, il n'y a pas d'obligation, pour le secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé au Maroc, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de quota. Il y a tout simplement l'article 15-16 qui évoque de partenariat, que l'emploi et l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap passera par des conventions entre le secteur privé et le secteur public. Il y a des initiatives qui ont été faites dans ce sens et qui sont l'œuvre de la société civile et qui signent des conventions soit avec des entreprises. Et là, il y a un apport important d'handicap international qui accompagne et qui participe activement à des catégories de conventions avec un accompagnement aussi des associations, soit à Rabat, soit à Casablanca. Et dernièrement, donc, il y a aussi donc, le ministère du Développement social qui essaye de chapeauter et d'intervenir pour signer aussi des partenariats et des conventions. Mais ça reste limité, donc il ne concerne pas l'ensemble du secteur privé au Maroc. Et leur rapport reste un peu limité vu un certain nombre d'obstacles. Donc, Gloria, on en a parlé. Il y a encore et toujours la stigmatisation des salariés en situation de handicap et du handicap d'une façon générale. Ça représente un blocage pour l'accès à l'emploi. Et il y a aussi le fait que une bonne partie des responsables d'entreprise considèrent que le handicap est un coût et que employer une personne en situation de handicap peut entraver donc le fonctionnement normal de l'entreprise, alors que des études, mais la réalité a démontré que c'est pas du tout le cas et que l'emploi des personnes en situation de handicap entraîne au contraire une amélioration de la compétitivité, mais aussi du climat social au sein de l'entreprise. Un élément aussi, donc Gloria aussi a évoqué, c'est qu'il y a un acteur incontournable au niveau de l'emploi et qui est quasiment absent, sauf il y a trois ans, j'ai entamé avec d'autres intervenants un projet financé par Solidarité Center, le premier syndicat des travailleurs aux États-Unis, pour accompagner deux syndicats au Maroc,
la Confédération démocratique du travail et l'Union marocaine des travailleurs pour justement inclure la question et la volonté à ce que les syndicats englobent et qu'ils prennent en considération les besoins des salariés en situation du handicap. Alors, il s'est avéré qu'il y a une méconnaissance, je dirais, quasi totale de la part des syndicats, mais aussi de la part des délégués syndicaux et parfois même du médecin du travail, des spécificités des salariés en situation du handicap. Alors, cet accompagnement se fait à travers la connaissance et la vulgarisation des textes qui concernent les personnes en situation du handicap et avec un accent sur la Convention, mais avec un accent plus spécifique sur l'article 27 de la Convention qui évoque l'accès à l'emploi et cet article 27 dans ses liens avec l'ensemble des autres droits. Parce que je ne peux pas et on ne peut pas parler d'inclusion sociale et professionnelle, d'accès à l'emploi, sans parler d'accès à l'éducation, sans parler d'accès à la santé, sans parler d'accès à la formation professionnelle et sans permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'ensemble de ces droits qui vont les préparer par la suite à accéder à l'emploi. Un chiffre, c'est que au Maroc, par exemple, au niveau de l'éducation, malheureusement, il y a seulement 42% des enfants qui sont scolarisés, qui sont en âge de la scolarité et qui sont scolarisés, malgré les efforts qui sont faits par l'État marocain et par les associations, il faut le reconnaître. Et que seulement 1,8% des étudiants arrivent à l'université. Donc, ce taux qui est infiniment faible fait que, évidemment, on se retrouve avec peu de personnes qui ont des diplômes, qui sont formés et qui peuvent accéder à l'emploi. Et voilà, entre autres, comment peut-on expliquer aussi le faible taux d'emploi des personnes en situation du handicap. Autre élément, et qui est aussi lié à la stigmatisation, c'est que même pas uniquement au niveau des entreprises, mais au niveau carrément des personnes et de la société, on considère que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas travailler et sont une charge et sont un coût et ça pose énormément de problèmes pour les inclure dans le domaine du travail. Alors, parmi les éléments sur lesquels on travaille actuellement, c'est de sensibiliser ces entreprises. Donc, on avait établi le guide au profit de la CGM il y a quelques années, mais il y a encore un effort à faire. Et le risque aussi, c'est que parfois des entreprises qui veulent être labellisées RSE se lancent dans la volonté d'employer des personnes en situation de handicap, mais sans aller au bout de la question et de permettre à ces personnes d'occuper des postes de responsabilité lorsqu'ils méritent et lorsque leurs compétences le leur permet, mais et d'avoir aussi un parcours de salarié intéressant. Et parmi les besoins qui reviennent soit de la part aussi des entreprises ou des personnes en situation de handicap, c'est que le cadre juridique reconnaît le statut de salarié en situation de handicap. C'est quelque chose qui n'existe pas encore au Maroc. Le Code du travail ne donne pas cette possibilité. C'est un volet sur lequel nous sommes en train de travailler parce que le Maroc envisage de revoir un peu le droit du travail prochainement pour inclure ça. Et aussi, je termine avec ce point pour répondre éventuellement à des questions, c'est aussi au niveau de la capacité juridique, surtout pour le handicap mental. Ça, c'est aussi un obstacle d'accès à l'emploi et qui empêche parfois des personnes d'accéder à l'emploi et d'être autonomes. Et à ce niveau, je signale une expérience qui pourra servir de jurisprudence menée justement par Handicap International avec des entreprises et des associations, c'est qu'on peut aller dans le sens de signer des contrats, les entrepreneurs l'acceptent, mais il faut que l'État donne le cadre juridique pour justement permettre à ces personnes d'accéder avec autonomie et avec dignité à l'emploi. Je termine sur le fait que aujourd'hui, le taux de chômage au Maroc, il est à peu près de 10%, et pour les personnes en situation de handicap, il est 5 à 6 fois supérieur à la moyenne nationale, ce qui explique encore
cette marginalisation des personnes en situation de handicap au niveau de l'accès à l'emploi. Voilà. Merci, cher professeur. Et nous allons certainement revenir sur votre intervention au niveau de la discussion. Je souligne que vous avez beaucoup insisté sur les lacunes au niveau de l'entreprise, les défaillances de l'entreprise à accueillir les personnes en situation de handicap. Et je pense que Monsieur Lokman Lalignan, connaisseur de l'entreprise, étant entrepreneur social, consultant et formateur en RSE, handicap et droits de l'homme, qui a fondé l'entreprise Lalignan en 2020, ayant comme mission de rendre la société, vous dites, Monsieur Lokman, la société plus durable et plus inclusive. Vous êtes connaisseur de l'entreprise et vous allez nous parler de ça. Vous allez nous parler du rôle de l'entreprise dans l'inclusion des personnes en situation de handicap et vous allez avec un focus sur le modèle de Total Energy. À vous la parole, Monsieur Lokman. Merci, merci beaucoup. C'est bon, est-ce qu'on m'entend? Parfaitement. Parfait. Donc, effectivement, je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur le handicap à l'international avec un petit accent mis sur le modèle de Total Energy. Mais avant de commencer, permettez-moi de rapidement me présenter. Je m'appelle Lukman Lanignan. Je suis moi-même une personne en situation de handicap moteur depuis l'âge de 3 ans. Et dans une autre vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des fonctions RSE et diversité au sein d'entreprises comme la Société Générale, Total Énergie, Safran ou encore AXA en France. Et depuis quelques années maintenant, vous l'avez dit, j'ai créé ma propre entreprise qui est un cabinet de conseil basé à Paris et qui accompagne des entreprises à mettre en place leur politique RSE. Parallèlement à ça, j'enseigne également dans plusieurs établissements du supérieur des écoles de management en France. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le handicap à l'international. Donc, ensemble, l'idée, c'est de pouvoir mieux appréhender le handicap sur le plan international. Je vais aborder un certain nombre de sujets, notamment les différents modèles de cadre légal qui existent. Je vais survoler rapidement le cadre juridique, puisqu'on a parlé déjà de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Je vais mettre également l'accent sur le lien entre la RSE et le handicap et quels sont les avantages que peuvent avoir des entreprises à employer des talents en situation de handicap. Et donc, il faut reconnaître que de manière générale, on a deux grands modèles de politique handicap à travers le monde. Nous avons, et comme vous l'avez introduit tout à l'heure, une bonne partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui se place dans un travail de recherche, d'études que j'ai réalisé pour le groupe Total Énergie, qui est très engagé en faveur de l'inclusion des personnes handicapées, à la fois en France, mais également au niveau de ces différentes filiales un peu partout dans le monde. Donc, les modèles de politique et handicap, nous en avons deux grands. D'abord, le modèle des quotas. Là, c'est que le pays oblige à partir d'un certain nombre de seuils d'employer des personnes handicapées. C'est le cas de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, et de la France également. Il y a un autre modèle qui s'inspire notamment des pays anglo-saxons où non, on ne vient pas obliger l'entreprise à employer des personnes handicapées, mais plutôt on incite, on met en place un certain nombre de mesures d'incitation pour les amener à employer des personnes handicapées. Et là, il y a des exemples, le cas du Bénin, parce que dans la loi du Bénin, il n'y a pas d'obligation légale, il y a un certain nombre de mesures incitatives. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on tend vers un modèle mixte qui combine le côté positif des deux. Donc voilà un peu pour présenter le modèle, les différents modèles de politique handicap. Au niveau des instruments juridiques et au niveau international, nous avons la Convention de 2006. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque le professeur l'a présenté beaucoup plus en profondeur tout à l'heure. À part cette convention qui est vraiment un cadre obligatoire, c'est-à-dire les pays et les démembrements au sein des pays, des États signataires doivent respecter cette convention, il y a ce que moi j'appelle des instruments d'engagement volontaire.
Et ces instruments d'engagement volontaire s'adressent beaucoup plus aux entreprises. Ce sont des standards au niveau de la RSE qui encouragent les entreprises à s'intéresser à cette thématique. Il s'agit notamment du Global Compact, qu'on appelle également en français le Pacte mondial des Nations Unies, mais aussi des ODD, puisque parmi ces ODD, aujourd'hui, la plupart des entreprises arriment leur politique RSE à l'agenda 2030. Donc, parmi nos 17 ODD, il y a notamment l'ODD 10 qu'on peut considérer comme l'ODD principal qui aborde la thématique du handicap, même s'il y a d'autres qui l'abordent également. Nous avons la charte entreprise handicap. Ici, je vais m'attarder légèrement sur cette charte-là parce qu'elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle essaie d'embarquer les entreprises au niveau mondial sur la question du handicap, notamment les firmes multinationales. Et de manière plus concrète, c'est une charte qui a été lancée en 2015 et qui se structure autour de 10 piliers. Et de manière succincte, ce qu'on peut retenir de cette charte-là, c'est qu'elle encourage les entreprises multinationales à ne pas déployer uniquement de politique handicap en France ou en Europe. Parce que très souvent, les firmes multinationales font de très belles choses en matière de RSE, de handicap en Occident, mais en Asie, en Afrique, on oublie un peu où on fait du saupoudrage. Donc, cette charte-là vient encourager les signataires à déployer au niveau international leur politique handicap, même si au niveau local, il n'y a pas une obligation légale à le faire. Donc, il y a plusieurs signataires de cette charte, dont Total Energy. Et moi, le travail que j'ai fait pour Total Energy, qui a pris 2 ans de travail et qui nous a permis de réaliser, in fine, un guide de plus de 200 pages qui présente la politique ou la question du handicap dans plus de 40 pays, nous a permis, se place dans cet engagement signé par le groupe et qui vise à déployer dans toutes les filiales du groupe à travers le monde une politique handicap. Une fois que j'ai abordé le cadre, les instruments d'engagement volontaire, je veux à présent présenter quelques chiffres et j'ai décidé de partager avec vous 5 chiffres clés. Ces 5 chiffres clés, il s'agit notamment tout d'abord de 16%. Selon l'OMS, jusqu'à il y a quelques mois de cela, en mars 2023, il s'agissait de 15%. Et lorsque je donne mes cours à mes étudiants, parce que j'enseigne également des cours d'inclusion de handicap en entreprise, je parlais chaque fois de 15%. Mais depuis mars, il y a un nouveau rapport qui est sorti et le chiffre a bondi de 1%. Donc, passons de 15% de la population mondiale à 16%, soit 1,3 milliard de personnes à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de ces 1,3 milliard de personnes? Est-ce qu'on les jette à la mer? Non, parce que c'est également un réservoir de talents, de compétences. Deuxième chiffre au niveau international que je veux partager avec vous, c'est que 80% de ceux qui portent un handicap non visible. C'est-à-dire quoi? Ceux qui vont porter un handicap qu'on peut percevoir à l'œil nu, notamment le handicap moteur ou sensoriel, ce n'est que 20% de la population des personnes handicapées. Pour ainsi dire que le handicap, c'est un sujet vraiment diversifié et qu'il faut véritablement s'approcher de plus près pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Troisième chiffre, là, c'est un chiffre que je partage qui concerne la France. 14% du taux de chômage au sein des personnes bénéficiaires de la EQTH, qui est la reconnaissance administrative du handicap en France. Cela veut dire quoi? Dans la population générale, le chômage oscille entre 7%. Cela veut dire tout simplement que le chômage frappe doublement les personnes handicapées que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Autrement dit, les personnes étant en situation de handicap ont beaucoup plus de mal à accéder au monde de l'emploi. Quatrième chiffre, il s'agit d'un chiffre du Bénin, c'est que 47% des personnes en situation de handicap résident en milieu urbain. Donc, ça veut dire que la majorité réside plutôt en milieu rural. D'accord? Et dernier chiffre qui concerne toujours le Bénin, 37% de ceux qui portent un handicap au Bénin portent un handicap visuel. On peut penser que euh, le handicap, ce type de handicap, d'après les chiffres, confirmer le fait que véritablement, il y a
de stéréotypes où on résume le handicap à sa catégorie, à ceux qui portent un handicap moteur. À présent, permettez-moi de partager avec vous le regard, parce que c'est aussi un extrait de ce travail que j'ai réalisé pour le groupe Total Énergie. Au niveau mondial, quelle est la perception sociétale que la société, que les communautés portent sur le handicap? On peut distinguer deux catégories de perception. Il y a ces pays-là qui ont un regard positif sur le handicap. Il s'agit notamment, je vais vous donner, illustrer mes propos par deux exemples. L'Indonésie ou encore les États-Unis. En Indonésie, par exemple, on considère que la diversité est synonyme de différence, d'égalité des chances. Ou encore aux États-Unis, l'autonomie qui est considérée comme un droit. Et une personne qui est en situation de handicap ou qui connaît le sujet, il sait, pardon, elle sait plutôt que le combat au quotidien de toute personne handicapée, c'est l'autonomie. Comment est-ce qu'on devient autonome? Donc, quand dans la loi, on considère et qu'on fait le nécessaire pour rendre cela effectif, on ne peut que considérer ces pays-là comme des États qui portent un regard positif sur le handicap. Et d'ailleurs, beaucoup d'évolutions législatives qu'on a connues en Europe ou en Afrique s'inspirent également de beaucoup de choses qui ont avancé dans le bon sens aux États-Unis. À présent, je vais vous faire voyager sur un certain nombre de pays qui, eux, portent plutôt un regard négatif sur le sujet. Il s'agit notamment de la Chine ou encore de l'Inde. En Chine, on considère que le handicap est le signe d'une défaillance des ancêtres, et en Inde, que c'est l'expression de la victime des dieux. Donc, vous verrez qu'il y a là un regard négatif et misérabiliste du handicap. Et pour terminer, revenons en Afrique, notamment avec deux cas, l'Afrique du Sud ou encore le Congo, où en Afrique du Sud, les albinos sont considérés comme des fantômes maudits, ou encore au Congo où la visite, le handicap est considéré, ou la personne handicapée comme une personne ayant reçu la visite d'un esprit malveillant. Vous remarquerez que dans bon nombre de pays africains, la personne handicapée est également associée à des pouvoirs surnaturels. Je vais maintenant entamer la dernière partie de mon intervention qui porte sur les avantages de l'emploi des talents en situation de handicap. Mais alors, quand on emploie une personne handicapée, quel avantage en tant qu'entreprise on peut y tirer? Je vais m'appesantir sur quatre avantages. Avant d'aborder ces quatre avantages, je veux signaler qu'il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui mettent en place au niveau de leurs filiales, notamment des firmes multinationales qui, parfois, sous l'effet d'un certain nombre d'engagements RSE ou d'obligations RSE, je parle d'engagement, je donne l'exemple de la charte euh, handicap et entreprise, ou encore d'obligations RSE, parce qu'avec les évolutions législatives en cours en Europe, notamment avec l'entrée en vigueur de la CSRD, il y aura un certain nombre d'obligations en matière de handicap au niveau des firmes multinationales, même à l'endroit de leurs filiales. Donc, les quatre avantages. Le tout premier avantage, il s'agit d'affirmer sa responsabilité sociétale. Parce qu'une entreprise, d'accord, quand elle fait du chiffre d'affaires dans une société, elle doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, également au niveau de ses effectifs, refléter la composition de sa communauté. Et dans la communauté, il n'y a pas que des personnes belles, minces, il y a également des personnes handicapées. Donc, lorsqu'on rentre dans une entreprise, on doit pouvoir voir également des talents en situation de handicap. Mais mieux, pour ceux qui travaillent sur la thématique du handicap, vous savez que sur le pilier social, il y a des sujets qu'on aborde, notamment des sujets en lien avec l'égalité des chances, la non-discrimination à l'endroit des personnes handicapées, etc. Deuxième avantage, il s'agit ici d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de parties prenantes, notamment des salariés, mais également des partenaires, font beaucoup attention à cela dans le choix de leur partenaire. Parce que travailler, montrer que vous, votre entreprise est ouverte à la diversité, ça permet également de construire autour de cela une culture d'entreprise de tolérance, de bienveillance. Troisième avantage, c'est recruter des salariés motivés et compétents. J'ai abordé tout à l'heure la difficulté des personnes handicapées à trouver un emploi.
Et donc, très souvent, ce sont des personnes qui se sont échinées à trouver cet emploi-là. Et donc, quand une entreprise leur accorde ces chances, ils considèrent, ils lient un lien très fort avec cette entreprise et considèrent cette entreprise comme celle qui leur a donné la chance de montrer de quoi ils sont capables. Ce qui fait d'eux, non pas des salariés, mais plutôt des collaborateurs engagés. Dernier avantage, c'est l'amélioration des pratiques managériales. Et là, je vais m'intéresser à la politique RH des entreprises parce que, comme vous le savez, on ne manage pas une personne handicapée comme on manage une personne non handicapée. Et pour terminer cette partie, une petite anecdote que j'ai envie de partager avec vous. Euh, J'étais à une réunion avec un responsable, mon responsable, et tout le monde était en cravate. À la fin de la réunion, je n'étais pas en cravate. Il me dit, mais Lookman, pourquoi tu n'as pas mis de cravate? Et je lui ai répondu, Alain, je ne sais pas nouer de cravate. Et en rentrant le soir, je suis passé par un magasin, je me suis acheté ma première cravate. Le lendemain, je suis venu le voir. Je dis, ben, Alain, tu veux bien me montrer comment nouer une cravate? Et là, il débatte, il me montre les différents gestes. Pour dire, je donne cet exemple pour dire, il aurait pu me dire, ben, je ne suis pas ton père pour te montrer comment on une cravate. Mais la bienveillance et l'exigence dont il fait preuve, et parce qu'il a été outillé au management de la diversité, il sait qu'avec ce public-là, il faut aussi agir avec tact, avec bienveillance. C'est sur ces mots que prend fin mon intervention et que je reste ouvert pour répondre aux différentes interrogations de tout un chacun. Merci. Merci infiniment, Monsieur Lockman. Déjà d'avoir respecté le temps, c'est mon premier souci au niveau de la modération de ce webinaire, mais aussi de cette pertinente, on va dire, intervention qui a mis en avant plusieurs points essentiels, dont principalement l'avantage d'une entreprise de recruter une personne handicapée. En tant qu'enseignante marketing, chercheur en marketing, j'étais un petit peu sensible au deuxième point relatif à l'image de marque et comment, puisqu'aujourd'hui on parle de sixième optique marketing, qui est le marketing sociétal, où l'entreprise doit mettre en avant sa RSE. Vous avez parlé de salariés motivés, vous avez parlé d'affirmer sa responsabilité sociétale. Merci, et nous allons bien sûr revenir sur votre intervention au niveau de la discussion, parce que je vois déjà qu'il y a plein de questions sur le chat. Donc, nous passons aussi à une intervention très attendue, se focus sur le modèle du Bénin qui sera présenté par Monsieur Noé Dossou. Monsieur Noé Dossou a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du handicap et de l'inclusion. Il a travaillé avec la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin avant de rejoindre Handicap International en 2018. Monsieur Dossou, vous avez occupé des postes de responsabilité, notamment en tant que responsable volet insertion professionnelle et coordinateur de projets visant la promotion, l'inclusion des personnes handicapées dans divers contextes, justement au Bénin. Donc actuellement, en tant que chargé d'appui technique, action humanitaire inclusif, vous vous concentrez sur la prise en compte de l'inclusion, en particulier du handicap, dans les interventions humanitaires dans le nord du Bénin. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'expérience du Bénin. À vous la parole, Monsieur Dossou. Merci beaucoup, madame. Merci vraiment pour la belle introduction. Alors, Merci à vous. je voudrais, on m'a dit de parler un peu de ce qui se passe au Bénin en matière de handicap et de l'inclusion. Alors, ma présentation va s'articuler autour de 3 points. Nous allons aborder d'abord les instruments juridiques au Bénin en matière de handicap et de l'inclusion. Et après, nous allons parler de quelques avantages accordés aux personnes handicapées. Et ça, selon la loi 2017-06, qui est devenue depuis 2017 la loi vraiment fondamentale en matière de promotion et de protection du handicap. Et puis après, certes, il y a des lois, il y a des avantages, mais quel est l'arsenal qui est mis en place? Quel est le dispositif qui est mis en place pour quand même mettre en œuvre tout ça? Et nous allons aborder ces 3 aspects-là. Alors, avant de commencer ma présentation,
les précédents intervenants ont eu à parler de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est pour dire, faire ce rappel-là pour dire que le Bénin a ratifié aussi la Convention depuis 2012, parce que la Convention a été adoptée en 2006, mais le Bénin l'a ratifiée 6 ans plus tard avec le protocole facultatif aussi. Et non seulement le Bénin l'a ratifié, mais le Bénin a déjà soumis le rapport initial, qui est un rapport pays, et en même temps le rapport alternatif qui est soumis, qui est un contre-rapport en quelque sorte que la société civile soumet. Donc le Bénin a déjà soumis ces rapports-là depuis 2018. Alors, je tiens à faire ce rappel clé-là parce qu'aujourd'hui, la Convention, quand on veut parler du handicap, c'est un instrument clé aujourd'hui. Alors, en matière, quand on veut parler d'instruments juridiques au Bénin, on parle d'abord de la loi fondamentale, voilà, qui est la Constitution du Bénin. Et dans la Constitution du Bénin, il est fait expressément cas vraiment des personnes handicapées. Et ça, au niveau de l'article 26 de la Constitution béninoise, qui dit que l'État porte assistance aux personnes porteuses du handicap. Si je répète exactement la phrase telle que c'est écrit dans la Constitution. Donc déjà, au niveau de notre loi fondamentale, il a été fait cas de ça. Alors, nous avons une loi qui est le Code du travail, qui parle aussi des avantages qui sont accordés vraiment aux personnes handicapées et interdit toute discrimination fondée sur le handicap en matière d'emploi et prévoit même des exonérations pour toute entreprise qui recrute des personnes handicapées. Alors, nous allons venir, comme je le disais tout à l'heure, sur la loi qui est devenue vraiment une loi, je dirais, très capitale au Bénin, et c'est la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Voilà. Donc, cette loi aborde tous les aspects, voilà, l'éducation, la santé, la réadaptation, dans ces différents articles-là. Je crois que j'ai entendu quelques interventions tout à l'heure qui ont dit qu'il n'y a pas vraiment de décret d'application. Jusqu'en il y a un an, je peux l'accepter, mais depuis le 21 juin 2023, il y a eu un décret d'application. Il y a des décrets d'application qui, quand même, accordent vraiment rang opérationnel cette loi-là. Et c'est ça que j'ai énuméré ici dans les avantages. Je vais évoquer quelques avantages qui sont vraiment contenus dans ce décret-là. Nous avons d'abord des appuis que l'État accorde aux entreprises créées par des personnes handicapées, pardon, ou des groupements de personnes handicapées. Donc, l'État appuie véritablement ces entreprises-là. Et ça, c'est dans le nouveau décret. Et il y a des subventions que l'État apporte aussi aux établissements. Vous savez, la question de l'éducation, surtout de l'éducation inclusive, aujourd'hui au Bénin, est un enjeu. Et au niveau même de la formation professionnelle. Donc, les structures, les établissements vraiment d'éducation et de formation professionnelle reçoivent vraiment des appuis de l'État pour vraiment prendre en compte les personnes handicapées dans ces différents domaines-là. Alors, nous pouvons aussi noter les recrutements. Et ça, non seulement c'est dans le décret, mais ça a été déjà effectif. Il y a d'abord, pour entrer dans l'administration au Bénin, l'âge c'est 40 ans, mais l'État, dans le décret, fait majoration de 5 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a 40 ans. Pour les personnes handicapées, compte tenu de certaines réalités que vous savez tous, hein, parce que la personne a commencé tard à l'école, peut-être c'est suite à des sensibilisations, peut-être aussi c'est après avoir fait le tour de plusieurs centres de santé que cette personne-là, maintenant, les parents décident de l'envoyer à l'école. Donc, il y a vraiment un problème par rapport à l'âge. Et le décret est venu sur ça et a précisé que la personne, il y a une majoration de 5 ans pour quand même permettre à la personne d'accéder à des fonctions. Et non seulement ça, il y a un quota, je crois appris tout à l'heure qu'il n'y a pas de quota, oui, il y a des quotas de 5% pour les recrutements dans l'administration publique. Et ça, cette année, il y a environ un an de cela, il y a des concours qui ont été organisés au Bénin et ça a été vraiment strictement respecté. Ça a été strictement respecté et dans l'avis même de recrutement, il est expressément dit qu'il y a 5% des effectifs qui sont
vraiment réservé aux personnes handicapées. Les personnes ont concouru et les résultats sont sortis et ils ont été déclarés admis et ça respecte vraiment les 5% là. Alors, il y a aussi, c'est vrai au niveau des structures privées, surtout des entreprises, il n'y a pas eu vraiment de quotas, mais il y a vraiment des avantages. C'est-à-dire les avantages vraiment au niveau du fisc que l'entreprise pourrait avoir selon qu'elle recrute les personnes handicapées. Donc, il y a des avantages qui sont vraiment concédés à ces entreprises-là. Alors, il y a aussi, vous savez, aujourd'hui, les outils, ou je dirais les, 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 les outils vraiment spécifiques, voilà, les béquilles, deviennent vraiment un peu chers, et surtout avec la douane. Donc, ces outils-là sont vraiment exonérés. Voilà, c'est exonéré. Et aujourd'hui, quand vous venez au niveau du Bénin, vous voulez vraiment et acheter ces outils-là de l'international, il y a une exonération. La TVA est vraiment enlevée pour que vous puissiez vraiment facilement essayer d'avoir ces outils-là. Même au niveau de l'éducation aussi, voilà. C'est des avantages comme ça qui sont contenus dans ce décret-là. Et quand on dit décret, vous savez avec moi que c'est quelque chose qui rend effective la loi. C'est déjà effectif au Bénin. Et puis, ça commence déjà pas être vraiment expérimenté. Et je voulais aussi insister sur les appareils, les tricycles, les prothèses, les fauteuils roulants, les cannes blanches. Voilà. Tous ces outils-là sont exonérés de la TVA. Alors, il faut dire, nous allons vraiment aborder le cadre institutionnel. Vous savez, il y a la loi, il y a les avantages, et comme je le disais tout à l'heure, comment tout cela est structuré, comment tout cela est organisé au Bénin. Est-ce qu'il y a des structures qui sont mises en place pour vraiment accompagner tout ça? Et je dirais oui. Et il y a une politique d'abord. Quand je veux parler de la stratégie qui est mise en place, il y a une politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées au Bénin, la PNUD, qui a été exécutée de 2012 à 2021, mais cette politique n'a pas encore été renouvelée parce qu'ils sont en train de faire une évaluation de celle qui a été exécutée. Donc, bientôt, il y aura une nouvelle politique au Bénin. Alors, nous allons aborder maintenant les structures et comment le handicap est structuré au Bénin en matière vraiment d'organisation, en matière de structure. Alors, ici, nous aurons à le voir à 3 niveaux. Nous avons vraiment le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est comme ça que le département ministériel qui se charge des personnes handicapées est appelé le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Alors, disons que c'est ce ministère-là qui coordonne tout ce qui est action du gouvernement en matière de handicap à travers des directions spécifiques. Il y a des directions spécifiques sur ce ministère-là. On peut citer par exemple la direction de la promotion sociale et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, voilà, et des personnes âgées. Et c'est cette structure-là qui met en œuvre tout ce qui est action du handicap au Bénin. Après ça, nous avons un grand programme qui est le programme national de réadaptation à base communautaire. Vous savez, la réadaptation, c'est un élément très capital quand on veut parler du handicap, parce que tu parles de la même. Au Bénin, il y a non seulement le programme national, mais il y a également des démembrements. Et nous en avons 38 qui sont, on appelle des districts RBC, qui sont vraiment à des niveaux vraiment, je dirais, un peu local et qui accompagnent et qui met en œuvre vraiment de façon opérationnelle le programme national à base communautaire. Et ce programme-là est sous tutelle, comme je l'ai dit, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons au niveau des départements, et je crois que quelqu'un l'a abordé tout à l'heure, c'est vrai, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, qui est au niveau des 12 départements, voilà, donc qui relaie un peu au niveau départemental les actions du ministère. Il y en a 12, et conformément au découpage territorial du Bénin, les 12 départements du Bénin. Donc, c'est aussi cette direction-là qui met en œuvre vraiment les orientations nationales au niveau départemental.
Enfin, nous verrons maintenant au niveau communal, c'est-à-dire au niveau local, et nous avons les centres de promotion sociale qui sont des structures voilà, qui répondent de tout ce qui est de façon globale d'action sociale, mais avec un point focal qui existe, mais qui s'occupe spécifiquement des questions du handicap. Donc, les CPS sont dans les 77 communes du Bénin. Voilà. Vous voyez, nous avons 77 communes, mais on a 85 CPS. Donc, il y a dans certaines communes, compte tenu de la densité de la population, compte tenu de la concentration, ça dépasse vraiment les CPS font peut-être à 2 ou à 3 dans certaines communes. Donc, c'est des centres qui sont plus proches et où vraiment les appuis sont accordés, où les cas de VBG aussi sont signalés, surtout avec spécifiquement pour les personnes handicapées. Alors, nous avons enfin les centres spécifiques d'éducation et de formation professionnelle. Nous en avons des centres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus vers l'éducation inclusive, mais il y a des centres de promotion, voilà, de formation au niveau de l'éducation. Nous en avons à Cotonou, mais nous en avons également dans le nord du Bénin. Voilà un peu rapidement présenté comment les instruments juridiques qui promeuvent le handicap au Bénin et quelle est vraiment la structuration et quels sont les avantages qui sont concédés aux personnes handicapées au Bénin. Alors, je finirai, puisque j'ai quelques temps encore, 2 ou 3 minutes, je crois bien, pour dire que la mise en œuvre vraiment des droits des personnes handicapées au Bénin, elle n'est pas encore à un niveau vraiment au top, si je peux m'exprimer ainsi, mais on ne peut pas aussi dire que le Bénin est totalement en arrière, puisqu'il y a des efforts, que ce soit au niveau du pouvoir public, mais au niveau des organisations de la société civile qui aujourd'hui commencent par s'approprier vraiment cette thématique-là à travers les plaidoyers, à travers les sensibilisations, à travers même des formations. Et ça commence par prendre. Et ceci, grâce vraiment aux ODD, dont le mot d'ordre phare est ne laisser personne de côté. Donc aujourd'hui, on n'est pas en arrière, mais on n'est pas aussi des donneurs de leçons. Mais le Bénin, quand même, fait son petit pas pour la prise en compte effective des droits des personnes handicapées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dossou, pour la pertinente intervention. Ce que vous venez de faire, vous venez de nous présenter le modèle du Bénin, enfin, dans la logique des best practices, et je pense qu'il y a des initiatives. J'ai suivi votre intervention, de bonnes initiatives qui rassurent et qui nous rend optimistes par rapport à l'avenir. Chers intervenants, je vous remercie au nom des organisateurs et au nom des participants pour les pertinentes interventions. On est allé d'une présentation de la réglementation internationale, d'une analyse diagnostique de la situation actuelle, prenant en considération 4 pays, le Bénin, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. Vous avez présenté les points forts de ce qui se passe actuellement, les meilleures pratiques, mais également les défaillances sur lesquelles il faut agir. Vous avez présenté, vous avez insisté aussi sur le volet secteur privé, entreprise et le rôle qu'ils doivent jouer pour l'inclusion surtout professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous avez présenté ce qu'ils peuvent aussi gagner en contrepartie, parce qu'il y a des choses à gagner aussi lorsqu'ils sont impliqués et lorsqu'ils sont dans cette logique d'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais il y a une suite à vos interventions, chers participants, parce que je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de l'espace de discussion et sur lesquelles nous souhaitons que vous apportez des réponses. Je vais demander aux participants de rédiger leurs questions ou leurs remarques ou au niveau de l'espace du chat. Je vais essayer on va essayer de les lire ensemble et je donnerai par la suite la parole à nos chers intervenants pour répondre et pour interagir avec les interventions les questions de nos participants. Donc, je vais revenir tout première
questions. Donc, je commence avec Madame Corinne Liégeois, qui a qui a interagi avec l'intervention de Madame Gloria, en disant que voilà, et qui a remercié l'intervention, qui a cité qu'il est clair que le cadre réglementaire est bien défini, mais non applicable, d'accord, qu'il serait important et très pertinent de proposer des recommandations. Madame Corinne vous invite peut-être à présenter des recommandations. Et je pense que c'était la dernière partie, justement, de la présentation de Madame Gloria, au niveau de laquelle on l'a arrêtée. Donc, si elle souhaite revenir sur ça. Donc, bien évidemment, après le diagnostic, il faut faire des recommandations. Ça n'a pas manqué à la présentation de Madame Gloria. C'était peut-être un problème de temps. Et donc, on a maintenant le temps pour revenir sur ça. Madame Fatou pose une question par rapport à la définition détaillée du handicap qui fait le diagnostic réel selon les pays. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme handicap non visuel? D'accord, si nos chers intervenants souhaitent revenir sur cette définition détaillée du handicap qui fait le diagnostic réel selon les pays. Donc, peut-être Madame Fatou propose que à chaque pays, selon ses propres enjeux, une définition. Donc, Madame Corinne, une question adressée à Monsieur Luqman. Comment pourrons-nous transférer des modèles d'accès à l'emploi des personnes en situation du handicap en Afrique et les enjeux liés à la vie quotidienne, se loger, se déplacer, etc. D'accord. Encore, pour l'école, des enfants en situation de handicap sont-ils vraiment intégrés avec un programme éducatif adapté à leur situation? Donc, Monsieur Léopold, qui est intéressé par la présentation de Monsieur Dosso, oui, si peut-être qu'il souhaite vous l'envoyer. Et donc, Monsieur ou Madame, excusez-moi, Rabek, au Sénégal, mais dans les cellules d'appui à l'insertion, il est possible d'appliquer le tiers-temps. Cela signifie que si un devoir est prévu pour 2 heures pour l'élève handicapé, le temps alloué peut être augmenté de 1 à 2 heures. Il est également possible que l'élève suive tous les modules, mais ne sera pas évalué pour certaines matières. D'accord. Donc, on va s'organiser. Je ne sais pas si, au fur et à mesure, les participants, s'ils souhaitent partager on va dire des questions. Donc, on ira avec l'ordre avec lequel nous avons commencé les interventions. Peut-être on commence avec Monsieur Idir, puis Madame Gloria, puis Monsieur Luqman, puis Monsieur Dosso. Donc, sauf si vous avez un autre avis. Et je pense que vous avez 5 à 7 minutes chacun pour répondre aux questions et aux interventions des questions et remarques des participants. Donc, on commence avec Monsieur Idir. Donc, très intéressant toutes les questions, mais avant tout ça, très intéressant toutes les interventions. Donc, merci pour le partage. Alors, je vais revenir un peu sur le cadre juridique, d'une façon générale. Un cadre juridique digne pour les personnes en situation de handicap doit se baser essentiellement sur les principes fondamentaux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'égalité de chance, l'accès à tous les droits fondamentaux pour les pays et garantir un certain nombre. C'est là que vous revenez donc, sur les principes fondamentaux d'accès aux droits. Donc, il faut impérativement que les textes juridiques d'un pays reposent sur ces principes fondamentaux et essentiellement la non-discrimination, l'égalité de chance, des mesures raisonnables d'accompagnement. Et il faut aussi que les États veillent à ce que les textes de loi de leur pays abordent et traitent la question du handicap. En un mot, il faut que les textes juridiques d'un pays soient inclusifs et que par la suite, on s'assure que
l'application et l'effectivité doit être permise à tout le monde. Je vous donne un exemple. L'accès à la justice. L'accès à la justice, donc c'est vrai qu'elle est pour tout le monde, mais est-ce qu'elle est pour tout le monde et pour les personnes en situation de handicap? Le langage des signes, par exemple, pour communiquer entre les juges, les avocats, la police judiciaire et autres, est-ce que c'est un élément qui est pris en considération pour les personnes en situation de handicap? L'accès à la santé. Et là, j'évoque par exemple la santé sexuelle et reproductive pour les femmes en situation de handicap. Est-ce que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et autres sont informés et sont formés au langage des signes pour qu'ils puissent communiquer convenablement et avec l'intimité qu'il faut avec ces femmes en situation de handicap? Et il faut que les pays s'inscrivent dans tout simplement une adaptation de leur texte par rapport aux conventions internationales qu'ils ont signées. Je signale que, par exemple, dans la Constitution marocaine, les conventions internationales signées, ratifiées et publiées par le Maroc priment sur le droit national, ce qui tout simplement impose à l'État marocain d'aller dans le sens de l'adaptation de ces textes. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxième élément, au niveau de la définition. La définition du handicap. Donc, il a fait beaucoup l'objet de beaucoup de discussions, de débats, d'échanges entre tous les intervenants à l'échelle internationale. Et la Convention donc, a retenu une définition qui met l'accent essentiellement sur la déficience, ce que je porte comme déficience qui peut être physique, mentale, sensorielle, visuelle ou autre, mais on ne se limite pas à ce niveau, on ne se limite pas à la déficience. Parce que le fait de se limiter uniquement à la déficience, on limite l'approche du handicap à une approche médicale, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on veut et ce n'est pas ce qu'on cherche et ce n'est pas ce qui est inclusif. Il faut aller au-delà de la déficience, dans la déficience et les interactions avec l'environnement, avec les obstacles, avec les éléments qui facilitent et qui permettent quoi? Qui permettent une participation sociale totale des personnes en situation de handicap. Donc, c'est la déficience que je porte dans ces interactions avec tout simplement les obstacles de l'environnement. Et ce qui va nous pousser à accéder au niveau du droit ou ne pas y accéder. Et il y a des facteurs qui sont personnels, qui sont liés à la personne, mais la personne, il n'est pas seulement responsable de ça. Il y a l'environnement et que c'est l'environnement qui vous permet de vivre votre handicap différemment. Ainsi, par exemple, une personne en situation de handicap au Maroc, ou au Bénin, au Sénégal, aux États-Unis, à Singapour, ne vivent pas de la même manière alors qu'ils portent la même déficience. La même déficience, je la porte au Maroc, je la porte au Bénin, je la porte au Sénégal ou ailleurs, mais je la vis différemment en étant dans l'un de ces pays ou dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, vous êtes une personne en situation de handicap malvoyante ou non-voyante, ben vous vivez différemment. Donc, cela ne reflète sur quoi? Sur l'environnement et la responsabilité des responsables politiques, des responsables économiques, des responsables d'ONG et de tous les intervenants dans la vie au quotidien. C'est en fonction de ce qu'ils font qui va tout simplement permettre de vivre ou de ne pas vivre convenablement et dans la dignité. Pour l'accès à l'emploi, et nous sommes tous d'accord, soit au Maroc, au Sénégal, au Bénin et autres, et donc même l'expérience menée à Total a montré quoi? A montré que pour accéder à l'emploi, il faut aborder aussi les autres droits fondamentaux. Je ne peux pas faciliter l'accès à l'emploi tout en sachant qu'il y a des obstacles pour accéder à l'éducation. Il y a des obstacles pour accéder à la santé. Il y a des obstacles pour accéder à la rééducation et la réadaptation. Il y a des obstacles pour accéder à la formation professionnelle. Et il y a énormes obstacles au niveau des accessibilités, des déplacements. Donc, si on veut que l'emploi soit effectif sur le terrain, il faut impérativement que l'ensemble des droits soient aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça, de un. De deux, il faut aussi qu'on essaye de terminer avec cette approche charité et cette approche coût du handicap. Et une étude a démontré que les personnes en situation de handicap, n'hésitez pas de m'arrêter si je dépasse les 5 minutes, s'il vous plaît, a démontré que quand une personne en situation de handicap accède à l'emploi et autres, il devient
consommateur de plus. C'est un consommateur de plus, ça de un. De deux, les personnes en situation de handicap consomment 17% plus que les personnes non handicapées. Ça veut dire quoi? C'est un moteur aussi, c'est un avantage pour la croissance économique. Et aussi, quand vous employez des personnes en situation de handicap, bah, le climat social au sein de votre entreprise s'améliore et les autres salariés considèrent que c'est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap, pas parce qu'ils sont handicapés, mais pour leurs compétences. Et ça montre aussi qu'on peut parfois, en étant fermé à l'emploi des personnes en situation de handicap, se priver d'un certain nombre de compétences, de performances que les personnes en situation de handicap exercent et ce qui peut ramener vers le haut la productivité et la rentabilité de votre entreprise. Merci beaucoup. Merci pour. Voilà, en quelque sorte, voilà un peu quelques éléments qui facilitent l'accès social et professionnel. Merci pour la pertinence de cette réaction. Et sans transition, je passe la parole à Madame Gloria. Oui, merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide et sur les recommandations, s'il vous plaît? Et en attendant, je voulais remercier les différents intervenants et Monsieur Doussou pour sa contribution et son éclairage sur ce décret ce décret qui est cette série de décrets en fait et d'articles qui sont parus donc après l'étude qui a été réalisée par RSE Bénin et qui elle date de l'été 2022. Donc c'est une bonne nouvelle comme vous dites que le Bénin et les autres pays avancent. Alors, pour revenir à nos recommandations, une première chose, il y en a un certain nombre, hein, je ne les ai même pas toutes citées, promouvoir une approche systématique et renforcer les synergies d'action. Je vous l'ai dit, même si je n'ai pas pu trop rentrer dans les détails, le projet de HI Emploi et Handicap 1, réalisé en 2019, je crois qu'une dame a demandé la date, a été exemplaire de par sa construction. Il s'agissait une fois de plus d'une collaboration entre HI, des entreprises et l'État et des OSC surtout, des OSC partenaires, où donc HI a favorisé l'accompagnement de personnes en situation l'accompagnement d'entreprises à intégrer les personnes en situation de handicap donc dans ces entreprises. Et ça a généré manifestement de formidables succès. Des succès tels que, pour avoir assisté notamment à la présentation et au compte rendu, que les chefs d'entreprise qui étaient présents et qui ont témoigné étaient tout simplement ravis d'avoir pu être accompagnés, d'avoir pu voir leurs préjugés tomber et de découvrir au final absolument que les personnes en situation de handicap sont aussi efficaces, si besoin est de le préciser, lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles sont embauchées et qu'elles apportent véritablement une valeur ajoutée. On a un certain nombre d'exemples, mais bon, il aurait fallu plus de temps pour revenir sur ça en détail. Prendre en considération les besoins des personnes handicapées lors de la conception, c'est quelque chose, en tout cas, une fois de plus, qui ressortait de cette étude. Oui, d'accord, ah bon, il y a des lois, oui, ok, d'accord, mais on n'est pas très informé. Et comment peut-on faire quelque chose euh, euh, au profit de quelqu'un si il n'y a que des représentants et si l'ensemble de ces personnes ne sont pas entendues? C'est l'un des principes chers à la RSE qu'on appelle le dialogue avec les parties prenantes. On ne peut valablement évoluer que si et seulement si on prend en compte les besoins des personnes, des parties prenantes et des personnes concernées par ce que l'on veut faire. Encourager la communication des actions gouvernementales et l'application effective des législations, oui, c'est absolument ça. Sensibiliser et encore sensibiliser, de sorte à ce que la loi soit appliquée, la loi soit respectée. Bien entendu, d'abord du fait des décrets d'application, mais qu'il y ait également des sanctions en cas de non-respect de la loi. Nombre de personnes évoluent, je dirais même la majorité des personnes évoluent et se croient autorisées à ne pas respecter la loi quand elles la connaissent. Donc, merci Monsieur Dossou pour cette bonne nouvelle concernant les décrets d'application pour ce qui est du Bénin en tout cas. Mettre en place des programmes de financement Merci, je pourrais ambitieux partager les décrets avec vous aussi, si vous permettez aussi. Merci. volontiers, volontiers, et toute l'équipe de RSE Bénin, absolument, absolument, merci infiniment. Mettre en place des programmes de financement ambitieux et en assurer le suivi. Alors, vous n'avez pas pu le constater, mais c'était l'un des points manquants
sur lesquels nous relancions les équipes pour dire, mais vous ne parlez pas de programme de financement, mais il n'y a pas grand-chose. Et c'est ce qui ressortait en tout cas, c'était un des points saillants de ces différentes études. Bien entendu, il y a des programmes de financement, mais qui sont timides et qui ne sont pas suffisants au regard de l'importance des changements voulus, des changements sociétaux voulus. Encourager les entreprises à adopter les politiques RSE. Monsieur Lanignan l'a fort bien décrit, l'a fort bien explicité. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises et de comprendre que le recrutement des personnes en situation de handicap, bien entendu, est une orientation possible des politiques de diversité, mais forcément est une initiative gagnante pour l'entreprise qui y recourt et qui prend le soin d'accompagner et d'inclure, c'est ça l'inclusion, hein, d'accompagner et d'accueillir convenablement les personnes qu'elle recrute. Ça permet de lutter contre les préjugés, on dit des chefs d'entreprise, mais de l'ensemble des collaborateurs, d'accord? De former, d'où la nécessité aussi de former le personnel. C'est ce que Hachi a fait lorsqu'ils ont accompagné les entreprises dans le cadre du projet entreprise et emploi et handicap 1. Ils ont véritablement accompagné le personnel et c'est ce qui a permis que de stage, les entreprises recrutent définitivement un certain nombre de personnes qui avaient été intégrées. Sensibiliser, informer les acteurs, tous au maximum, et notamment les syndicats. C'est un point particulièrement intéressant qui avait été relevé par l'équipe du Sénégal, Green Sénégal, qui s'étonnait au regard du poids des syndicats, de leur capacité d'influence, de leur capacité de négociation, qu'ils ne soient pas davantage outillés sur cette question de la difficulté des personnes en situation de handicap. Et il recommandait fortement que les syndicats soient associés, puisque les syndicats sont des porte-voix précisément des personnes qui peuvent être en situation défavorable ou discriminée. Et je crois que c'est un point qu'il faudrait également valider et accroître. Recourir à une formation professionnelle adaptée, ça je crois que je l'ai suffisamment dit. Parce que si malheureusement les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas d'une scolarité, ne bénéficient pas d'une formation, n'ont pas accès même aux études supérieures, malheureusement, elles ne seront pas en mesure de compétir les personnes valides sur le marché du travail. Donc, c'est une nécessité absolue. Il y a d'autres éléments sur lesquels je pourrais revenir, mais ça, il me semble que c'était les points particulièrement saillants. J'espère que je n'ai pas excédé les 5 minutes qui étaient à ma disposition. Et Le 2 et 7. voilà. Merci. Merci infiniment, Madame Gloria. Monsieur Lokman? Et je pense que vous avez une question de plus, Monsieur Lokman, qui vient de se D'accord. rajouter. Madame Khtabi Meriem, comment convaincre les PME, dont les moyens financiers sont limités, aux multinationales, c'est-à-dire par rapport aux multinationales, des retombées économiques de la mise en place des actions RSE, tout en mettant l'accent sur l'inclusion des personnes en situation de handicap? Une autre question qu'on vous a adressée, Monsieur Lokman. À vous la parole. D'accord, c'est bon, vous me recevez? Parfaitement. Donc, je remercie Madame Liégeois pour sa question. Je réponds comment pourrons-nous transférer des modèles d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap en Afrique? Moi, je reste persuadé que euh, la bonne dynamique, la bonne approche n'est pas de transférer des modèles, parce que les pays africains ont leur propre réalité et qu'on n'a pas encore atteint les mêmes ouvertures d'esprit que dans les pays occidentaux. Et c'est pour ça, avec mes interlocuteurs, le plus souvent, je leur dis, il ne s'agit pas de rédiger une stratégie ou une politique depuis Paris à la Défense et de dire, bon, OK, d'accord, à Cotonou, à Lomé, déployer ça. Non. Pour ma part, il faut tenir compte des réalités locales. Et pour pouvoir bien faire ce travail, il faut, pour la plupart du temps, se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est le domaine. Donc, cela passe notamment par un diagnostic sociétal des pratiques, parce qu'il faut le dire, hein, dans bon nombre de nos entreprises en Afrique, il y a déjà un certain nombre d'actions mises en place, que ce soit des actions de bourse pour accompagner des apprenants qui sont en situation de handicap ou même certains qui sont recrutés déjà sans même attendre la prise en compte de décrets d'application ou de loi.
D'accord? Donc, faire un diagnostic pour se questionner sur l'état des lieux. Ensuite, rédiger un plan d'action qui pourra se structurer dans un premier temps autour de trois grands axes que sont la sensibilisation. Et cette sensibilisation s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, tout le monde, du planton au chauffeur de direction, au manager, on s'adresse à tout le monde, c'est une sensibilisation. Ensuite, deuxième axe d'un tel plan d'action peut être la formation, cette fois-ci des managers. Mais la formation à quoi? La formation au management de la diversité. D'accord? Apprendre aux managers, c'est-à-dire ceux qui ont pour objectif ou qui ont pour mission de diriger des équipes, comment est-ce qu'on manage la singularité? D'accord? Et pour un dernier point qui pourrait être un bon point de départ, c'est l'aspect recrutement. Et moi, très souvent, et c'est là, je pense que je commence déjà aussi à donner des éléments de réponse à Madame Katabi. euh, L'axe recrutement, moi, je dis aux entreprises, euh, tout commencer déjà par un stage. D'accord? Dans le cadre d'un stage de 6 mois pour voir de quoi ils sont capables. J'espère que moi, j'aurai ce cadeau. J'ai beau être en situation de handicap moi-même, je suis conscient que d'abord, il ne s'agit pas de recruter parce que vous êtes en situation de handicap. Il s'agit de vous recruter parce que vous avez un talent, vous avez des compétences. Ensuite, parce que vous êtes en situation de handicap, ça vous apporte un plus. D'accord? Là, ça, c'est les éléments de réponse que je souhaitais apporter à Madame Liégeois. Donc, oui, par contre, j'ai dit qu'on peut pas, qu'il ne s'agira pas de transférer des modèles, mais par contre, on peut partager des bonnes pratiques, des choses qu'on a expérimentées là-bas, qui ont bien marché. On peut essayer de voir comment, en tenant compte des réalités locales, on peut également les essaimer dans ces pays africains au niveau des filiales, notamment des entreprises multinationales dans les pays africains. Ensuite, Madame Katabi, question pour Lookman, comment convaincre les PME dont les moyens financiers sont limités, multinationales, de retombées économiques? Ouais. Pour ma part, il faut leur faire comprendre que travailler sur la question du handicap, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un peu comme la RSE de manière large, c'est un investissement. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Jossou dire, effectivement, lorsque vous employez une personne en situation de handicap, très souvent, et plusieurs études l'ont montré, ce sont des personnes qui sont davantage plus efficaces à leur poste. Donc, ça peut vous permettre de faire monter votre compétitivité également. Mais mieux, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises incluent dans leurs appels d'offres ou dans leurs différents éléments des clauses RSE, des clauses inclusion. Et le fait de pouvoir avoir, je ne parle même pas d'une politique handicap, je parle ici d'une démarche handicap, c'est-à-dire déjà une approche embryonnaire, ça vous permet d'avoir une différence concurrentielle par rapport à une autre entreprise qui ne l'a pas. Et au-delà de tous ces aspects-là, c'est également une question de responsabilité sociétale. Lorsqu'on est dans un environnement, on a dit tout à l'heure que 80% du handicap est invisible et je pense, sauf erreur de ma part, le professeur l'a dit que 85% du handicap vont survenir au cours de la vie d'une personne. Moi, je suis entré dans le club très célèbre des personnes handicapées à l'âge de 3 ans. Je ne suis pas né avec. Ce qui veut dire que même le manager de cette PME-là, tant qu'il n'est pas enterré 5 mètres sous terre, n'est pas encore à l'abri du handicap. Donc, pour moi, c'est à la fois de la sensibilisation pour leur faire comprendre le côté économique de cela et de l'autre côté, leur faire comprendre le côté social, engagement sociétal de ce travail sur l'inclusion, l'insertion professionnelle des talents en situation de handicap. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Lookman, pour votre riche et pertinente interaction. Et je donne la parole à Monsieur Dosso. Merci beaucoup. J'ai eu une question. Je vais
la répondre et puis partager une petite expérience très rapidement. Alors, je crois que c'est Madame Corinne qui a demandé est-ce que le système éducatif vraiment est adapté aux enfants? Alors, il faut dire que aujourd'hui au Bénin, ce qui se fait, nous avons des écoles spécialisées. D'accord? Nous avons des écoles spécialisées, mais nous avons aussi des initiatives vraiment d'écoles inclusives, c'est-à-dire des écoles qui accueillent dans la même classe des enfants non handicapés, des enfants handicapés. Et ça se passe vraiment régulièrement. Mais l'éducation inclusive n'est pas encore totalement une réalité au Bénin. Il y a des initiatives où vraiment on voit vraiment des écoles qui sont vraiment ouvertes aux enfants handicapés, que ce soit tous les types de handicap. D'ailleurs, le handicap moteur, c'est d'office parce que ça ne nécessite pas vraiment en matière d'outils pédagogiques des aspects plus spécifiques que par exemple une personne handicapée visuelle, voilà, qui a besoin vraiment des outils spécifiques et des enfants handicapés intellectuels. Mais de plus en plus, ces enfants-là sont acceptés dans des écoles. Mais néanmoins, il y a des écoles spécialisées dans le domaine pour les enfants handicapés auditifs et pour les enfants handicapés visuels. Donc, le système est adapté pour les écoles vraiment qui arrivent à accepter ces enfants-là. Ils essaient de recruter vraiment des spécialistes qui s'occupent exclusivement de cette question-là. Et je crois que ça se passe vraiment bien. L'idéal pour nous tous, c'est que nous allions vers une éducation totalement inclusive. Et c'est le rêve. Je crois qu'un jour, on va y arriver. Alors, je voudrais partager une petite expérience avec vous quand puisque j'ai eu à faire le projet Emploi et Handicap 1 en tant que responsable de volet insertion professionnelle. Voilà. Et dans les activités que je menais, j'avais en charge la formation et la sensibilisation, mais aussi l'accompagnement des entreprises vers l'inclusion. Alors, il s'est fait que je vais appeler le nom de la structure. Le groupe IBIS a participé à une de nos sensibilisations. IBIS, c'est Novotel, qui est un grand groupe hôtelier. Et quand on a fini, ils se sont un peu rapprochés de nous pour prendre dans leur effectif des employés handicapés. On a fait tout le processus, voilà, et puis la personne a été recrutée. C'était à l'étape d'entretien et le responsable qui devait vraiment s'occuper, sous lequel cette personne-là devait rester, m'a appelé pour dire Monsieur Dossou, je vous en prie, dites, puisque le directeur du groupe était vraiment engagé, il est vraiment engagé. Et son responsable direct m'appelle, le responsable direct sous lequel devait rester l'employé handicapé, me dit vraiment, Monsieur Dossou, épargnez-moi de ça. J'avais déjà des employés non handicapés, la tâche ne m'est pas du tout facile. Et le DG et vous voulez encore m'ajouter une personne vraiment qui a une déficience, je vous en prie, faites tout pour que ça ne marche pas. Je dis, mais madame, ça, je ne peux pas le faire, c'est un engagement du directeur, il faut aller le voir. Elle est allée voir le directeur dit non, que c'est un engagement qu'il a pris et qu'il devait vraiment recruter cette personne-là. Alors, on a fini tout le processus et il a dit, il y a la vidéo qui existe, hein, il dit qu'elle allait chercher vraiment des motifs pour ne pas prendre totalement cette personne-là, puisque c'était 3 mois de décès d'abord. Alors, durant les 3 mois, la personne a fait premier mois, deuxième mois. Et durant le 3e mois, elle m'appelle, c'était une dame, elle m'appelle pour dire, Monsieur Dossou, je vous en prie, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il a eu à accomplir des tâches dont moi-même personnellement je m'attendais. Franchement, il ne faut pas qu'on l'enlève. Faites tout pour que le DG puisse le maintenir. Voilà. Donc, ça a été une expérience très passionnante. Ça dépend aussi, puisque le projet, je ne vous fait non seulement de l'accompagnement pour l'entreprise, mais aussi de l'accompagnement pour la personne. Parce que, vous savez, comme toute personne, il y a des défauts, il y a des pratiques qui ne sont pas vraiment, qui ne cadrent pas avec certaines réalités professionnelles. Donc, il y a un coaching qui se fait vraiment à ce niveau pour que la personne soit vraiment capable d'être compétent dans l'entreprise. Donc, voilà ce que je vais dire, cette petite expérience-là que je voulais partager avec vous. Merci.
Merci Monsieur Dosso pour votre témoignage et pour votre intervention. Je pense que nous avons un petit moment, encore un petit moment pour réagir avec une dernière question qui s'est posée. Madame Fatou, comment les promoteurs immobiliers peuvent-ils être impliqués pour l'adaptation des lieux de vie du handicap? Est-ce qu'un des intervenants souhaite réagir avec cette question? Alors, Oui, mais je pense d'accord. que... Monsieur Vas-y, Lorman? Monsieur Lokman. D'accord, merci. Je souhaitais apporter quelques éléments par rapport à cette question. Avant même de penser aux promoteurs immobiliers, je pense qu'il y a un travail à faire auprès des architectes et de leurs faîtiers. Parce que les architectes, comment on appelle ça, au cœur du projet de toute construction. D'accord? À partir de ce moment-là, ils sont sensibilisés davantage à cette thématique, de proposer des plans accessibles à leurs clients, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, c'est vrai qu'on nous dira qu'il y a un coût financier sur tout ça. Et voilà. Donc, ce qui amène aussi à dire qu'au niveau étatique, il y a des réglementations à avoir pour imposer un cadre à ce secteur-là afin que les futurs bâtiments qu'on construira à partir des années à venir puissent être des bâtiments accessibles. Voilà l'élément de réponse que je voulais apporter à cette question. Merci. Pour m'aider, Euh, j'ajouterai Bien. à ce que dit Lokman. Donc, il y a effectivement les architectes qui doivent jouer un rôle. Il y a aussi des programmes de logements sociaux que parfois les États financent ou soutiennent. Donc, au Maroc, par exemple, il y a un certain nombre d'exonérations qui sont accordées aux promoteurs immobiliers. Eh ben, il faut que l'État intervienne pour dire, voilà, pour des logements qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap, et il y a un certain nombre d'exonérations ou de subventions qui peuvent se faire ou subventionner les personnes en situation de handicap désireuses d'acquérir leur logement à avoir un soutien, soit pour faire les aménagements qu'il faut, ou tout simplement pour aller dans des résidences ou des logements qui sont déjà accessibles parce que l'État a financé ou... Et je termine avec un point aussi essentiel, et ça c'est une constatation qu'on a au Maroc. Il faut qu'il y ait quand même aussi, on parle de subventions, d'exonération, mais il faut qu'il y ait aussi des contraintes juridiques qui imposent aux promoteurs immobiliers de respecter les règles d'accessibilité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce point-là. vous permettez, je peux? Monsieur Dessous, oui, bien sûr, nous avons Oui, quelques minutes. très Très rapidement. rapidement. Non, oui, je crois que je suis d'accord pour ce qui a été dit. Je voudrais juste ajouter qu'il faut aussi, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information et non seulement la sensibilisation, mais il faut mettre en place, comme le cas au Bénin, il y a un recueil des normes minimales d'accessibilité pour permettre vraiment, non seulement concevoir un document comme ça, mais vulgariser le document pour que ça puisse permettre vraiment à tous ces promoteurs immobiliers-là d'avoir vraiment accès à l'information. Parce que la plupart, on a constaté que c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, mettre en place un document et vulgariser ce document-là avec des sensibilisations. Merci. Excellent, merci beaucoup. Chers intervenants, merci infiniment pour vos interventions pertinentes et la pertinence de vos interventions puise sa source de l'expertise, mais aussi de l'expérience. Quand on traite ce genre de sujet, il est difficile d'en parler si on ne connaît pas les particularités et les réalités du terrain. Donc, merci d'avoir partagé avec nous et votre expertise et votre expérience. Chers participants, je crois que depuis tout à l'heure, depuis le démarrage du webinaire, l'effectif des participants n'a pas changé. Mais comment? Il s'agit d'un sujet dont l'enjeu est de taille, comme j'ai dit, pour nos différentes nations. Merci, chers participants, pour votre intérêt, pour votre interaction. Je vais donner la parole pour le mot de clôture au professeur Hind et que je remercie infiniment en votre nom pour le professionnalisme de l'organisation de ce webinaire. Professeur Hind, à vous la parole.
Merci infiniment, Hajar. Merci infiniment, chers participants. C'était un plaisir vraiment de partager avec vous ce webinaire. Merci infiniment aux différents intervenants. Donc, sans vous, le webinaire n'aura pas eu ce succès. Donc, merci, merci infiniment. Donc, on vous donne rendez-vous donc en février, le 23. Donc, à la même heure, via Zoom. Donc, nous sommes en train donc de finaliser les intervenants. Donc, on verra par la suite l'invitation avec tous les détails. Donc, restez, comme on dit en anglais, stay tuned. Donc, en attente. On vous remercie donc infiniment pour votre patience, participation, donc engagement. Merci à nos partenaires, donc Sidesmir, Green Sénégal et RSE Bénin, donc pour la mobilisation des différents acteurs. Merci infiniment aux différents bureaux régionaux HI pour leur appui inconditionnel donc à la réussite de ce webinaire. Merci à Laurent, donc qui est derrière la logistique de ce webinaire. Voilà, donc merci infiniment à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci Hajar aussi pour votre appui et à très vite, Inch'Allah. Au revoir, à très bientôt.